Cette table ronde a pour thématique comment réunifier un système de production fractionné. Alors la motivation est assez simple. On a 8 entreprises chinoises sur les 13 premiers producteurs de panneaux photovoltaïques. L'avenir de Photowatt, qui était l'un des fleurons du solaire en France, est aujourd'hui peut-être pas compromis, mais en tout cas soumis à fortes interrogations. Les politiques publiques se fondent principalement sur les tarifs de rachat. Et alors que les innovations et les technologies sont créées en Europe, elles sont très souvent valorisées à l'extérieur de l'Europe. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où ces quelques faits stylisés posent quand même des questions. On parle de retour de l'industrie en général, mais aussi de retour de l'industrie solaire photovoltaïque en Europe. Est-ce que c'est vraisemblable ? Comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce qui a fait qu'on est quand même face à un quasi-échec en matière industrielle? Est-ce que c'est réversible ? Quels sont les points forts et les points faibles de la chaîne de valeur de la filière silicium ? Est-ce qu'on a des problèmes d'approvisionnement ? Est-ce qu'on a des problèmes de débouchés ? Et comment les acteurs peuvent-ils s'organiser pour améliorer la situation et essayer de contourner les difficultés qui se posent à eux. Donc, pour parler de ces thématiques, 4 intervenants sur cette table ronde. Aurélien Saucé, qui est à la London School of Economics, qui est spécialiste de ce domaine avec une approche économique. David Gréau, je vais reprendre mon programme. David Gréau, directeur général adjoint d'Enerplan, qui nous parlera donc des actions qui sont menées. Sandra Renoux, maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, qui propose des analyses sur le rôle des acteurs et la coordination. Et Éric Trommer, adjoint au chef de bureau du Commissariat général au développement durable du ministère de la Transition écologique, qui a produit un rapport sur la filière silicium. Donc, nous allons commencer avec Aurélien Saucé, qui va nous brosser un portrait de la situation. Chaque intervenant donc aura 15 minutes pour faire sa présentation, son intervention, à la suite de quoi, évidemment, le débat pourra être ouvert. Merci beaucoup. Je m'excuse, j'ai un léger voile sur la voix. Heureusement, le micro va permettre de le pallier. Donc, comme le disait Nadine à l'instant, ma présentation a pour but de donner quelques éléments de cadrage vraiment macro. Donc, on ne va pas du tout rentrer dans les détails de quels sont les acteurs de la filière solaire PV. C'est plutôt de quelle masse d'emplois, de quelle masse d'activité on parle lorsqu'on parle des impacts macroéconomiques de la filière solaire et des énergies renouvelables en général. Donc déjà, au niveau mondial, les énergies renouvelables au total, c'est entre 11 et 12 millions d'emplois. Donc ces chiffres, ils proviennent du rapport annuel de l'IRENA, donc l'International Renewable Energy Agency, qui donc collecte des chiffres sur l'ensemble de la planète sur les différentes technologies. Donc vous voyez que la filière solaire photovoltaïque a la première place en termes de nombre d'emplois, avec 3,7 millions d'emplois à peu près au niveau mondial. Assez loin devant d'ailleurs la filière éolienne, de manière assez intéressante. Et que c'est en constante augmentation depuis une dizaine d'années. Alors après, dans la répartition de cette filière en termes d'emplois directs et indirects, donc généralement la façon dont on considère les emplois directs, ça va être tout ce qui va être opération, maintenance, installation, et à l'inverse, emploi indirect, tout ce qui est en amont, donc plutôt manufacturing, donc fabrication des panneaux solaires. On a à peu près le quart qui est dans la fabrication, un autre quart, enfin plutôt un cinquième qui est dans l'installation et la connexion au réseau, et une grosse moitié qui est dans l'opération et maintenance.
Donc ça, la bonne nouvelle pour un pays comme la France, c'est que c'est 56% et c'est 17% du nombre total d'heures jour employées, de personnes jour employées, sont non délocalisables, a priori. Donc lorsqu'on parle de la relocalisation de la filière, en fait, on est sur un enjeu qui concerne qu'un cinquième du gisement d'emploi total sur la partie filière solaire. Donc ça, évidemment, c'est des chiffres qui sont... L'estimation qui est faite là, c'est pour l'installation d'une centrale solaire, de panneaux solaires représentant 50 MW à peu près de capacité. C'est un cas type pour un pays de l'OCDE. Donc évidemment, il y aurait des modifications et des précisions à apporter suivant le pays qu'on considère, mais ça donne les ordres de grandeur. Et donc malgré le fait que l'amont constitue une part finalement relativement faible du gisement d'emploi, on a quand même une domination très forte de la Chine dans l'emploi total de la filière solaire PV au niveau mondial. On a quasiment les 2/3 en fait des emplois, donc de ces 3,7 millions d'emplois dont je parlais à l'instant, qui sont localisés en Chine. Et ça, c'est parce que la Chine, non seulement est numéro 1 sur la production, mais en fait ils sont très largement, parce que vous savez tous autour de cette salle, très largement en tête aussi sur l'installation, l'opération, la maintenance. C'est eux qui ont la plus forte capacité, c'est eux qui en installent le plus année après année. Donc lorsqu'on parle aussi de retirer, ou en tout cas d'atténuer le leadership de la Chine sur le plan du manufacturing PV, c'est pas simplement parce qu'ils ont un leadership en termes de coûts ou en termes technologiques, c'est aussi qu'ils ont un leadership en termes d'installation et en termes d'opération. Donc, donc vous voyez également que lorsqu'on regarde les 10 premiers pays en termes d'emploi dans la filière PV, il n'y a qu'un seul de ces 10 pays qui est en Union européenne. Vous voyez, c'est l'Allemagne en 9e position. Ce qui, comme le disait Nadine, est un peu une sorte de constat d'échec lorsqu'on sait que c'est en bonne partie les feed-in tariffs mis en place par les pays de l'Union européenne il y a 15 et 10 ans qui ont poussé à ce fort développement de la filière au cours des 15 dernières années. Alors, un point très positif, c'est que dans les projections de l'emploi dans la filière solaire au niveau mondial, l'IRENA projette une multiplication par 3 à peu près de la filière d'ici 2050. Alors un mot sur ces projections, c'est dans le cadre de leur scénario dit REMAP, qui est grosso modo leur scénario de référence pour une transition énergétique qui est compatible avec l'objectif de l'accord de Paris à 2 degrés. Voilà, pour situer un peu les idées. Donc dans leur projection, ils estiment que c'est la filière solaire PV qui sera la première filière renouvelable devant l'éolien. Et donc on arrive dans un scénario où on a à peu près 6000 gigawatts de capacité à 2050 à 9 millions d'emplois dans la filière au niveau mondial. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de tendance, ils ne projettent pas de réinstallation, ou en tout cas d'amélioration de la situation de l'emploi dans la filière PV en Europe par rapport à leurs projections. Puisqu'on a, dans ce que je n'ai pas montré en fait dans la slide précédente, c'est que là c'était une photo à 2019, mais en fait c'est en baisse continuelle en Europe depuis le début des années 2000. Donc ce n'est pas juste un problème français, c'est un problème vraiment européen du fait qu'on a cessé de perdre toute forme de base manufacturing dans la filière solaire PV depuis 20 ans et que ça n'est pas compensé par l'augmentation des emplois dans l'installation, l'opération et la maintenance. Alors, un mot maintenant sur les impacts macro, plus spécifiquement en France. Donc là, je vais reprendre en fait les conclusions de travaux qu'on avait réalisés à l'époque où je travaillais à Sciences Po à l'OFCE. Donc en partenariat avec l'ADEME, un scénario que vous connaissez sans doute, donc, qui était le scénario 100% électricité renouvelable à 2050, qui avait fait pas mal parler à l'époque. Et donc du coup, en partenariat avec l'ADEME, l'ADEME avait réalisé le scénario technique. Et nous, à l'OFCE, à Sciences Po, on avait réalisé la modélisation macroéconomique des impacts qu'aurait la réalisation de ce scénario à 2050. Donc lorsqu'on parle d'évaluation d'impact macroéconomique, ce qu'on veut dire, c'est qu'on se place par rapport à un scénario business as usual, un scénario de référence, et on regarde en décalage par rapport à un scénario de référence, quels sont les impacts en termes d'emploi, en termes de PIB, de la réalisation du scénario 100% renouvelable. Et on avait 3 variantes qui avaient été considérées. Un scénario qui est un petit peu l'optimum technico-économique, donc on regardait quel était le scénario qui amenait au 100% d'électricité renouvelable en France avec le moindre coût en matière de technologie retenue. Donc là, on voit qu'en France, en tout cas d'après les simulations de l'ADEME, il y avait une primauté accordée à l'éolien et un rôle plus faible accordé au solaire. En revanche, dans le scénario dit acceptabilité modérée, on prenait en compte le fait que généralement l'installation massive d'éolien pourrait créer des tensions avec les populations locales et donc du coup il faudrait un renforcement à la fois de l'éolien offshore et du solaire. Et après, une espèce de scénario de contrôle
80% ENR, où là on gardait 20% de nucléaire dans le mix, donc on n'allait pas totalement sur une électricité 100% renouvelable. Un point très important qui souvent n'a pas été rappelé dans les recensions dans la presse de ce scénario, c'est qu'il était construit sur les scénarios des visions ADEME 2050, donc qui sont des scénarios pour atteindre un facteur 4 à 2050, qui était l'objectif du gouvernement à l'époque. Et donc du coup, en fait, une grosse partie du scénario, c'est des efforts d'investissement dans l'efficacité énergétique pour parvenir à une division par 4 de nos émissions de CO2 en 2050 par rapport à 1990. Et donc, à la marge par rapport à ça, on vient rajouter le fait de transitionner la production d'électricité en France à l'électrique. Et ça, en fait, c'est assez important parce que lorsqu'on regarde les impacts du scénario, il y a 3 enseignements à retenir. Premièrement, on a des impacts macroéconomiques positifs à 2050. Ça, c'est quand même très important parce que souvent, la critique qui était faite par rapport au fait de sortir du nucléaire et de passer au renouvelable en France, c'est de dire on ne peut pas se le permettre économiquement parlant, ça ruinerait le pays. Donc là, ce que montraient ces modélisations, c'était que ce n'était pas le cas. On avait une augmentation de 4% du PIB en 2050 par rapport au cas de référence où on restait dans le nucléaire. Alors, quelque chose aussi important à comprendre, c'est quand on dit 4% du PIB en plus en 2050, c'est évidemment pas 4% de croissance en plus. C'est 4% en niveau. Donc ça, c'est le deuxième enseignement, c'est que quand on regarde en croissance annualisée, finalement, on est à 1/10 de point de croissance en plus sur la période. Donc certes, les impacts sont positifs, mais ils sont quand même très modestes en magnitude. Et le troisième enseignement qui était très important, c'était que quand on regardait ce qui provoquait ces gains de PIB, 80% de ces gains de PIB étaient en fait liés aux investissements dans l'efficacité énergétique, très majoritairement dans la rénovation énergétique, mais aussi dans les investissements dans les transports publics. Et en fait, on n'avait que 20% de ces gains en PIB qui étaient liés à la filière renouvelable. Donc là encore, le fait que c'est des impacts qui sont positifs, mais quand même, à relativiser, c'est très modeste. Et lorsqu'on regarde sur ce qui concerne les impacts en emploi, eh bien en fait, on voit 3 éléments. D'une part, ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que le gros des gains dans les filières auxquelles on pense pour la transition énergétique sont dans les filières liées à l'efficacité énergétique, donc secteur du bâtiment pour la rénovation et secteur des transports pour le transport public. Évidemment, l'électricité renouvelable était aussi génératrice d'emplois, 100 000 emplois à 2050 dans ce scénario. Mais qu'en fait, le gros de l'impact emploi, c'est les emplois dits induits dans le vocabulaire de ces évaluations macroéconomiques, c'est-à-dire les emplois qui ne sont pas ni générés de manière directe par les investissements dans la filière renouvelable ou l'efficacité énergétique, ni les emplois indirects liés aux créations d'emplois dans les filières amont, soit de production de solaire PV, soit de production d'éoliennes, soit de production de matériaux d'isolation, mais générés par l'activité économique qui est générée par les investissements réalisés dans le reste de l'économie. Et comme l'économie française est pour plus des 3/4 constituée des services, sans surprise, l'essentiel des gains en emploi d'un scénario qui génère de l'activité économique sont dans les services également. Alors ça, c'est un point qui est très important et qui est aussi souvent omis et qui n'est pas spécifique aux économies développées. Si on regarde juste pour avoir un cadrage un peu plus large à l'international, dans les pays émergents, lorsqu'on cherche à regarder quels vont être les impacts en emploi du développement des filières renouvelables, par exemple en Inde ou dans des pays d'Afrique subsaharienne comme le Kenya ou le Nigeria, en fait, on voit que l'essentiel des emplois qui sont créés par ce qu'on appelle là des productive use jobs, donc qui sont une autre forme d'emploi induit. Dans des pays comme la France ou les pays de l'OCDE, on a déjà un accès à l'électricité pour tous, sans aucune limite et à un coût compétitif. Donc du coup, les emplois induits sont plutôt liés au fait qu'on a des investissements qui sont injectés dans l'économie, donc on a un effet de multiplicateur keynésien. On a le fait que les gens qui ont plus d'argent à dépenser parce que leur facture énergétique baisse vont pouvoir le réinjecter dans l'économie. Là, c'est différent. C'est le fait qu'on accorde plus d'accès à l'électricité de manière à la fois stable, sans intermittence et à un coût compétitif à des ménages et des entreprises qui ne l'avaient pas au préalable. Et c'est ça, en fait, qui est le vrai gisement en emploi pour ces pays-là, du fait de développer les filières renouvelables. Et enfin, pour conclure sur ce panorama, comme je vous l'ai dit à l'instant, au début, on avait un impact à 2050 qui était positif, mais modeste, sur un pays comme la France. Alors qu'on pourrait se dire, bon, la France, c'est un cas assez particulier parce que c'est un pays, ce qui est le cas essentiellement de l'Union européenne, qui n'a aucune ressource énergétique propre. Donc, le fait d'électrifier ses transports et de décarboner ses transports, a priori, sont plutôt un gain pour notre pays, puisqu'on a un gain en balance commerciale, on réduit nos importations de fossiles et on le remplace par une ressource qui est produite domestiquement. Mais au niveau international, il y a plein de pays pour lesquels ce n'est pas le cas, qui ont une ressource énergétique domestique. Bon, en Europe, on a le cas de la Pologne, mais c'est un peu particulier. Mais par exemple, l'Indonésie a ses ressources de charbon propre, l'Inde a ses ressources de charbon propre, la Chine également, etc. etc. Les États-Unis sont aussi un très grand producteur évidemment d'énergie fossile.
Donc on pourrait imaginer que les gains sont moins positifs en net pour eux. Et quand on regarde au niveau mondial, ce qu'a fait l'IRENA, d'avoir un scénario un peu comparable finalement au scénario que je vous ai présenté à l'instant très brièvement en France, qui est de transition énergétique à 2050 compatible avec les objectifs de l'accord de Paris, eh bien ils obtiennent un gain de PIB de 2,5% à 2050 par rapport au scénario de référence, donc un peu plus modeste que pour un pays comme la France, où a priori on est dans une situation très favorable pour la transition énergétique, mais qui malgré tout reste positif. Donc c'est quelque chose que l'économie mondiale peut se permettre entre guillemets, mais une fois encore qui a un impact quand même très modeste. C'est-à-dire que là on n'est même pas à un dixième de point de croissance en plus en annualisé sur la période. Donc vraiment ce qui ressort, c'était juste pour illustrer le fait que les conclusions macroéconomiques qu'on avait tirées du scénario 100% ENR il y a 4-5 ans sont des choses qu'on retrouve dans les travaux similaires qui ont été faits au cours des 5 dernières années au niveau européen et même au niveau mondial. Et que donc en fait, ce qui ressort de cette littérature, c'est que la transition énergétique, on peut se la permettre économiquement parlant. Elle a plutôt un impact macroéconomique expansif, elle a plutôt tendance à générer de l'activité et créer de l'emploi, mais il ne faut pas non plus la présenter comme quelque chose qui va être un retour des Trente Glorieuses et qui va générer 3% de croissance par an. Ce n'est pas ce dont on parle non plus. Donc il y a un enjeu de création d'emplois et de création d'activité économique, mais qui reste modeste eu égard à la taille de nos économies. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélien pour cette présentation d'ensemble de la situation actuelle et des prévisions. Donc toujours à 2050, ça semble être la date fatidique sur laquelle on peut travailler. Donc là, on a une vision très, très macro, très globale, à l'échelle internationale, avec des comparaisons très intéressantes entre pays en fonction de la structure de base de l'économie. On va réduire la sphère d'analyse et se demander, mais en France, finalement, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ? C'est une excellente question. Merci David Gréau. Voilà, David Gréau, donc moi je suis délégué général adjoint d'Enerplan. Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire ou des énergies solaires, donc solaire photovoltaïque et solaire thermique, qu'il ne faut pas oublier aussi du côté industriel, je le souligne au passage, puisqu'on a des industries du solaire thermique qui sont très dynamiques en France et qui sont exportatrices. Donc on peut le noter. Et effectivement, on m'a demandé à la fois d'excuser et de remplacer André Joffre au pied levé, et donc je l'excuse. Il devait être parmi vous ce matin, mais il n'a pas pu se joindre à vous, donc je le remplace. Et effectivement, de voir d'où on vient et où on est en France aujourd'hui, et même au-delà, un peu en Europe finalement, parce qu'on n'est pas dans un cadre franco-français uniquement centré sur l'Hexagone. Et donc, pour brosser le panorama, c'est rigolo parce qu'on m'a demandé l'historique de la filière depuis 2010. Alors pourquoi 2010 ? C'est une date fondatrice pour la filière solaire photovoltaïque. Parce que c'est le coup de massue, en fait. Comme ça a été dit en introduction tout à l'heure, le solaire photovoltaïque, ça fait des années qu'on nous dit que c'est la filière prometteuse qui annonce des développements importants à venir. Et 2010, c'est le coup d'arrêt politique avec le moratoire qui a été fait sur les installations solaires, sur le soutien public aux installations solaires en France, où on avait des excès de prix, des malfaçons dans la qualité, il faut le dire, il faut être transparent là-dessus. Et donc, depuis 2010, donc depuis plus de 10 ans maintenant, la filière a fait des efforts sur la qualité en premier lieu, ça c'est une chose, en mettant des gens compétents, certifiés, qualifiés sur les toits et pour les installations, et en travaillant sur les prix. Et globalement, on pourra souligner que finalement dans cette intervention, le driver principal c'est celui du prix. En tout cas celui qui explique l'état de marché aujourd'hui. L'état de marché aujourd'hui, c'est quoi ? Globalement, on est un lilliputien sur le marché mondial du photovoltaïque. La France, elle représente 1% des installations mondiales annuelles, à peu près, avec un plafond de verre qu'on va enfin crever en 2021, je l'annonce, qui est le plafond des 1 gigawatt installé sur le territoire en un an. On sait déjà qu'il est dépassé, puisqu'il a été dépassé sur le premier semestre de cette année 2021. Donc voilà, enfin on dépasse ce plafond de verre des 1 gigawatt pour un marché européen qui devrait être aux alentours de 20 gigawatts installés cette année.
Et donc on a tardé à relever cette filière qui était à genoux depuis le 2010, et on sort enfin la tête de l'eau avec à la fois le gigawatt qui sera dépassé cette année, et aussi des perspectives qui sont tracées par les politiques publiques, en tout cas des ambitions qui sont tracées par la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui, si on veut atteindre les volumes qui sont programmés pour 2023 et 2028, va nécessiter de multiplier par 4 le rythme d'installation et de passer à 4 gigawatts annuels, avec une répartition à peu près à 60-40, 60% sur des installations au sol et 40% sur des installations en toiture. Je voulais revenir aussi donc, dans cette historique 2010 rapidement sur les mesures qu'on a évoquées un peu tout à l'heure, anti-dumping ou en tout cas pour freiner les importations et accroître l'industrie au niveau européen. On a eu l'échec, il faut le dire, du MIP, du prix minimum d'importation au niveau européen, qui a été mis en place après une taxation en 2013, qui s'est arrêtée en 2018 parce que finalement il était inefficient. Il était inefficient pourquoi ? Parce que en fait, pour certains acteurs et certains pays de provenance, il fallait être agréé, s'inscrire sur une liste et être finalement validé par l'Union européenne pour avoir le droit d'importer ces produits. Et une fois qu'on avait le droit d'importer ces produits, on n'avait pas le droit de fixer le prix, il fallait un prix minimum d'importation. Le résultat, c'était quoi ? C'était que l'Union européenne importait des panneaux qui étaient les mêmes que ceux qui étaient vendus ailleurs dans le monde, mais plus chers. Donc finalement, on n'y gagnait pas grand-chose. Ni en termes de relocalisation de l'industrie, puisque de fait, on a vu un peu les chiffres tout à l'heure, il n'y a pas eu de développement de l'industrie au niveau européen en parallèle de ce prix minimum d'importation, et en plus, on importait des panneaux plus chers que les autres, et donc finalement, au bout de la chaîne, on avait de l'électricité qui était générée plus chère sur le territoire européen. Et donc depuis la fin de ce MIP en 2018, ce prix minimum d'importation, on cherche des modalités pour arriver à accroître la part de panneaux générés sur le territoire européen, de modules fabriqués sur le territoire européen. Et donc ça passe par plusieurs pistes de réflexion ou actions, l'une étant l'instauration pour les appels d'offres de bilan carbone, en présupposant que sur le territoire européen, nous avons des bilans carbone de production avec des mix décarbonés pour l'industrie qui permettent d'avoir des panneaux qui, de ce point de vue du carbone, sont plus compétitifs que leurs concurrents internationaux. Et ensuite, à venir, dans la future réglementation environnementale, donc plutôt sur des bâtiments neufs, on aura également une évaluation carbone intégrale de l'ensemble des composants du bâtiment, y compris les panneaux solaires photovoltaïques qui seront mis en œuvre et qui finalement devront répondre à des critères de compétitivité carbone pour pouvoir être inclus dans les projets de construction. Est-ce que ça fonctionne ? C'est une question. Est-ce que ça fonctionne, ce bilan carbone ? Oui, ça fonctionne parce qu'on a des modules qui, globalement, sont peu carbonés dans ce qui est mis en œuvre dans les appels d'offres en France. Est-ce que ça empêche les importations ? Non. Puisqu'on a des industriels asiatiques qui, aujourd'hui, sont en capacité de fournir, en tout cas si c'était ça le but, de fournir des panneaux qui répondent aux critères du bilan carbone. Et donc, typiquement, il n'y a pas de modèle idéal. Et pourquoi il n'y a pas de modèle idéal pour générer de l'industrie sur le PV en France ? Parce qu'aujourd'hui, on a un marché qui est essentiellement dominé par, même si on tend à aller vers du marché de gré à gré ou du PPA, on a un marché qui est aujourd'hui encore très dominé par le subventionnement public ou la garantie publique. Je parlerai pour les centrales au sol aujourd'hui plutôt de garantie de prix public, puisque finalement on a des courbes qui vont se croiser, puis des prix qui vont être inférieurs à ceux des prix de marché, et finalement ce sera bénéficiaire pour l'État. Donc c'est une garantie de l'État sur le prix minimum de vente aujourd'hui sur les centrales au sol. Et dans les règles européennes, qui sont celles qui prévalent pour les appels d'offres en France, dans ces règles européennes, finalement, on a, alors c'est peut-être la schizophrénie européenne là-dessus, qui promeut des politiques industrielles d'un côté, mais promeut de la compétition de l'autre. On a un marqueur le plus important dans ces appels d'offres, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de 70% de la note attribuée
aux critères de prix. Et donc, partant de là, on peut faire tout ce qu'on veut autour, mettre une part de poids carbone, mettre d'autres incitations, on l'a sur les centrales au sol pour aller avoir des points dans la notation sur des terrains qui sont des terrains dégradés. Il n'en reste pas moins qu'on a plus des 2/3 du poids de la note à la fin qui est le prix. Et le prix aujourd'hui, il est composé comment? Il est composé du prix des modules, donc de l'industrie, et après il est composé du prix de la location ou de l'achat des terrains ou des toitures, et de la mise en œuvre, ce qu'on voyait tout à l'heure, les plus de 50% de valeur créée sur la mise en œuvre. Là maintenant, c'est le prix du raccordement. Et là où il y a de la marge de manœuvre, aujourd'hui, quand on répond à un appel d'offres, c'est sur le prix des modules et des composants. Il y a peu de marge de manœuvre sur la masse salariale, il n'y a pas de marge de manœuvre, ou très peu, quand les terrains sont disputés pour aller avoir des tarifs compétitifs, ou des discussions avec les propriétaires. Donc on a ce poids du prix qui aujourd'hui est encore le driver le plus important pour les développeurs, pour gagner les appels d'offres, puisque le travail du développeur, il peut avoir toute la bonne volonté du monde, et les développeurs le disent, ils sont prêts à employer des panneaux européens ou français. La question n'est pas forcément celle de la provenance. Au contraire, ils sont tout à fait prêts à aider à structurer une filière. La question, c'est qu'on leur en donne les moyens. Et aujourd'hui, quand on met comme poids principal le prix, nécessairement, on a une course au moins 10 ans ou au moins cher. Et donc, c'est cette petite schizophrénie qui, aujourd'hui, aussi, je pense, pénalise pas mal le secteur industriel. Donc, quelles sont les politiques actuelles? Je les ai un peu brossées là rapidement. On a ce paradoxe du coût qui reste cette matrice majeure pour l'évaluation. Et il y a un point symptomatique, c'est que on a eu post-Covid des mouvements convergents, des mouvements pour générer localement l'énergie, pardon. Et donc ce qui a amené à se poser la question justement qu'on évoquait tout à l'heure, de la balance commerciale, de qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on n'importe pas, qu'est-ce qu'on génère sur place. Et on a une ressource en France qui est le soleil, qui est pas... Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de moyen de taxer le soleil. Donc pour l'instant, c'est une ressource locale qu'on sait transformer sans que l'intrant soit à payer. Et ce qui est symptomatique, c'est que donc, dans cette période post-Covid, on a eu des grands plans de relance. Et des plans de relance industriels notamment, en disant on a compris que le 100% importé sur l'ensemble des chaînes de valeur, etc., ça ne fonctionnait pas, on a besoin de relocaliser de l'industrie. Et il y a un grand absent là-dedans, c'est le solaire. On a des plans de relance qui vont proposer de l'argent pour des gigafactories de stockage. On a de l'argent du plan de relance qui va sur l'hydrogène. Toute chose qu'il faut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. En revanche, nulle part, il y a 1 euro pour le solaire dans ces plans de relance. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas de vision industrielle sur le solaire. On a quelques projets qui, ici ou là, ont besoin effectivement de bénéficier d'aides publiques, que ce soit sous forme de subventions, de mise à disposition de terrain, de facilités, etc. Mais on n'a pas de vision politique industrielle aujourd'hui. On reste sur une politique qui est celle du chiffre à développer, de capacité photovoltaïque et de poids du photovoltaïque dans le mix électrique, qui sont les horizons qu'on se donne, sans forcément se donner aujourd'hui d'objectifs en termes industriels, qui soient réfléchis, pensés, organisés. Et on m'a demandé également de dire quels étaient aujourd'hui les nouveaux débouchés du PV. En fait, on a une matière avec le photovoltaïque qui est assez exceptionnelle, assez géniale, je trouve, parce que finalement, ça s'adapte à des dizaines de situations différentes et de besoins différents. On sait aujourd'hui faire des toutes petites installations qui vont répondre à la demande des particuliers d'autoproduire et d'autoconsommer leur électricité. On sait aussi faire des très grands parcs au sol qui vont être très fortement producteurs d'électricité. Et on a des nouveautés, ou en tout cas des filières en développement, notamment du côté de l'agrivoltaïsme. Alors c'est quoi ce barbarisme de l'agrivoltaïsme? En fait, c'est de rechercher la compatibilité entre une culture énergétique solaire
et une culture vivrière en dessous, qu'elle soit animale ou végétale, et d'avoir cette complémentarité. On ne va pas maximiser la production énergétique, on va mettre l'outil énergétique au service de la plante ou des animaux qui seront en dessous. Donc ça, c'est effectivement un champ d'investigation que l'ADEME investigue également, et qui est en fort développement, qui aujourd'hui est encore dans l'appel d'offres innovation, donc qui n'est pas rentré dans le modèle général d'affaires, mais qui en tout cas est très important en termes d'évolution à venir. Maintenant, ce n'est pas uniquement avec de l'agrivoltaïsme qu'on va répondre à toutes les ambitions de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il faudra faire plus, mieux et ailleurs que sur l'agri-PV, qu'il faudra tout de même développer. Et dans le plus, mieux, ailleurs, on a les ombrières, notamment de parking, qui sont un vrai enjeu. On a à proximité de toutes les villes des dizaines de kilomètres carrés de parking qui sont bitumés dans les zones industrielles, dans les zones commerciales. Et il y a un double effet de résilience avec ces ombrières. Il y a un effet où on abrite les véhicules des particuliers qui sont venus au centre commercial, donc on leur rend un service. Et par ailleurs, ces ombrières elles-mêmes sont génératrices d'électricité. Et si on veut aller au-delà encore dans la chaîne de valeur, elles sont génératrices d'électricité qui pourront aussi alimenter les véhicules électriques des particuliers qui seront garés en dessous. Voilà. Et là, on a bouclé la boucle. Et c'est une conviction forte qu'on a aujourd'hui de secteur en développement, c'est que potentiellement, et on a fait mener une étude par Yannick Pérez de la chaire Armand Peugeot sur ce volet, c'est que finalement le fuel de demain peut être du fuel solaire, et on peut gagner beaucoup à alimenter avec de l'électricité solaire les véhicules électriques. Et l'étude de Yannick Pérez, qui est une réplication d'une étude japonaise sur les métropoles française qu'il a menée pour l'instant sur Paris-Lyon-Marseille, mais qu'il continuera à développer, montre que sur Marseille, par exemple, avec 70% de toits solarisés, 50% de véhicules électriques dans les véhicules aujourd'hui présents dans la ville, on va arriver à couvrir 50% des besoins d'électricité de la métropole, pas uniquement de la mobilité, mais de la métropole, et on va réduire de plus de 50% les gaz à effet de serre. Et donc, voilà, on a un champ formidable qui s'ouvre. Et donc, on a ce champ qui s'ouvre, on a l'autoconsommation que j'ai évoquée également tout à l'heure, qui s'ouvre beaucoup, qu'elle soit individuelle ou collective. On a aussi ce mouvement de partage des électrons solaires qui s'ouvre, et tout ce qui va se développer hors subvention, en PPA ou en marché de gré à gré, qui répond à une forte demande des acteurs industriels hors industrie PV aujourd'hui, mais peut-être demain, y compris de l'industrie PV, d'aller se sourcer en électrons verts, qui soient solaires, éoliens, en contrat direct pour leur approvisionnement. Et enfin, dernier point, on m'a posé la question des gigafactories en Europe, des gigafactories de production de panneaux PV en Europe. Si je regarde l'état actuel, je vous encourage à regarder la dernière publication d'Observer, qui a fait un numéro spécial sur l'industrie PV en France, qui est extrêmement intéressant. Si on regarde aujourd'hui l'industrie photovoltaïque, et je pense que vous en parlerez cet après-midi, on est sur notamment ou essentiellement des marchés d'innovation, où on va être sur soit des reliquats de spécificités franco-françaises, sur l'intégré au bâti par exemple, qui a été quelque chose qui a été promu très longtemps par les politiques publiques françaises, où il fallait intégrer dans le plan de toiture le solaire. Et donc on a développé des compétences et des techniques industrielles, notamment sur ce marché de l'intégré au bâti, mais aussi sur des technologies hybrides. On parlait d'hybride tout à l'heure pour le colloque. Il y a aussi des technologies hybrides dans le solaire où on va générer et de la chaleur et de l'électricité, et du coup maximiser la surface disponible en répondant aux besoins de chaleur et aux besoins d'électricité. En fait, aujourd'hui, en termes de gigafactory, on a plutôt aujourd'hui des startups qui sont potentiellement des licornes, et donc qui sont potentiellement les ETI de demain et les grandes entreprises de demain. Et si on veut faire de la gigafactory industrielle telle qu'elle est connue en Chine, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. La première, c'est un peu la question de l'œuf et de la poule. Il faut qu'il y ait un marché. Et finalement assurer des débouchés au niveau européen à ces gigafactories sur les marchés domestiques européens, ce qu'a fait la Chine. Elle a assuré des débouchés
accepter aussi éventuellement, et c'est ce qu'a fait la Chine, d'avoir des industries qui ont besoin d'aide publique et ne seront pas forcément bénéficiaires en année 1, parce qu'il faut monter la filière ou remonter la filière industrielle. Et la nécessité que ce marché, finalement, au niveau européen, soit plus haut qu'il n'est aujourd'hui. Il y a largement la place pour absorber une production même très importante en gigawatts au niveau européen. Je parlais tout à l'heure de 20 gigas sur 2021. Ça a vocation évidemment à croître, notamment si la France est au rendez-vous et fait 4 gigas demain. On est bien parti pour faire entre 2 et 3 cette année, j'espère plus. Mais je ne veux pas être trop optimiste. Voilà, il y a de la place pour ces acteurs de marché. La question, c'est les conditions qu'on va leur donner. Et aujourd'hui, en restant uniquement avec un driver qui est celui du prix, on n'est pas forcément sur la bonne échelle pour accroître la part industrielle française et européenne. Merci beaucoup pour cette présentation très, très complète de la situation, de l'historique aussi. On voit que la question du prix est vraiment cruciale par rapport à la structuration du marché. C'est aussi le parti pris de la politique publique, de tout axer sur une compétitivité prix, comme dans d'autres filières d'ailleurs en Europe. Donc maintenant, il n'y a pas que le prix, il y a aussi les intrants et des méthodes de production. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire sur ces domaines et comment? Merci beaucoup. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Éric Trommer, adjoint en chef du Bureau de la biodiversité et des ressources au Commissariat général au développement durable. Donc, je ne fais pas partie de la DGEC, qui est impliqué notamment dans les travaux d'élaboration de la politique énergétique. Non, je suis dans une sous-direction d'évaluation. En fait, on mène des évaluations sur la biodiversité, les ressources. En particulier, sur les ressources, on travaille sur la ressource en eau et sur les ressources minérales. Et donc, en fait, dans ce cadre, en 2018, Brune Poirson, alors qu'elle était secrétaire d'État, a lancé des travaux d'élaboration d'un plan de programmation des ressources minérales stratégiques pour la transition bas carbone. Donc ces travaux sont présidés par Dominique Viel avec le soutien d'Alain Geldron qui était expert matière à l'ADEME. Et donc nous assurons l'appui technique, le secrétariat en quelque sorte de ces travaux. Ces travaux qui sont organisés en 4 temps. Donc on a 4 rapports d'étape, dont 2 sont déjà parus. Un rapport sur le photovoltaïque, un rapport sur les réseaux électriques, un rapport sur la mobilité bas carbone qui va paraître cette année et un rapport sur l'éolien qui paraîtra en début 2022. L'objectif est ensuite d'élaborer ce qui sera le plan de programmation des ressources minérales stratégiques pour la transition bas carbone à partir de l'ensemble des connaissances qui ont été élaborées dans ces rapports. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le premier rapport paru sur le photovoltaïque. En fait, il s'agit d'évaluer les impacts matières des différentes technologies du photovoltaïque et également envisager les opportunités industrielles pour la France et pour l'Europe. Donc, je vais vous présenter les principaux enseignements de ce rapport. Alors, qu'est-ce qu'on étudie dans ce rapport? On étudie l'ensemble de la chaîne du photovoltaïque. On étudie à la fois la cellule, donc là où se passe l'effet photoélectrique, parce qu'on a différentes matières qui sont impliquées, qui diffèrent selon les différentes technologies. On étudie aussi le module au niveau de la centrale et également de l'installation. On a évoqué tout à l'heure les chiffres de 1 gigawatt crête de capacité totale installée qui va bientôt être atteint. Dans les chiffres qu'on cite dans le rapport, en 2030, on devrait en être à 45 gigawatts crête sur le scénario retenu. Ça fait, donc pour la France, donc ça fait environ 25 000 modules installés par jour, c'est-à-dire l'équivalent de 6 terrains de football par jour. Donc, enfin, voilà, ça donne un peu l'idée de l'ensemble des matières qui devront être mobilisées. Là, on est au niveau français, mais donc au niveau européen et au niveau mondial, ce sera encore plus important.
Et certaines de ces matières ont des ressources limitées, la chaîne de valeur est inégalement répartie dans le monde. Donc on s'intéresse à 3 types de technologies dans le rapport. Tout d'abord, les technologies à base de silicium cristallin, donc on considère à la fois le monocristallin, le multicristallin, on évoque aussi le développement de l'hétérojonction. Donc aujourd'hui, le monocristallin est plutôt minoritaire, mais appelé à se développer. Donc voilà, rapidement pour le cristallin, on considère aussi les technologies de couches minces, notamment à base de tellurure de cadmium, donc, qui sont plutôt minoritaires au niveau mondial. Alors j'ai noté c'est 5% du marché mondial, mais en France, du fait des critères des appels d'offres, on est à 20% du marché français. Donc c'est pour ça qu'il était important qu'on étudie aussi les ressources et la chaîne de valeur de cette technologie. Et enfin, on aborde aussi les technologies d'avenir, notamment à base de perovskite. Donc, maintenant que j'ai présenté les technologies, je vais vous présenter les différentes matières qui sont mobilisées pour ces différentes technologies. Donc, on a des matières qui sont spécifiques à chaque type de techno. Sur les technologies cristallines, on a bien sûr le silicium métal. Sur les technologies tellure de cadmium, on a bien sûr le cadmium et tellure. Et sur les cellules tandem perovskite silicium, on a bien sûr le silicium métal et le plomb. Donc notre analyse va porter sur l'ensemble de ces matières qui sont spécifiques à ces différentes technologies, mais également sur les matières qui ne sont pas spécifiques, notamment celles qui sont impliquées dans les interconnexions, donc que ce soit l'argent, le cuivre, l'aluminium, dans les modules avec les verres solaires, polymères, et dans le cadre du module qui est en aluminium. Bon, dans la place, le nombre de pages réduit qu'on avait pour le rapport, on a traité que de l'argent. Donc voilà, on s'est focalisé sur silicium métal, cadmium, tellure, plomb et argent. Et pour chacune de ces matières, on a identifié les risques technico-économiques, les risques géopolitiques et risques ou enjeux, et les risques ou enjeux environnementaux. Donc, je vais vous lister les conclusions principales. Donc, pour le silicium métal, en termes d'enjeux économiques, on a des enjeux qu'on estime moyens en termes d'extraction et de transformation. Pourquoi au niveau de la transformation? Puisqu'on a des pertes importantes lors de la découpe avec beaucoup de rebut, donc sous forme de ce qu'on appelle le kerf. En termes d'enjeux géopolitiques, là on a un enjeu qu'on estime fort avec la très forte domination de l'Asie, notamment sur la fabrication des cellules photovoltaïques. Et en termes d'enjeux environnementaux, là on a un enjeu qu'on estime fort sur la transformation, notamment la fabrication de polysilicium qui émet beaucoup de gaz à effet de serre et également qui consomme beaucoup d'énergie. Donc voilà, sur le silicium métal, on a des enjeux moyens à forts en termes géopolitiques et en termes environnementaux avec l'émission de gaz à effet de serre. Sur les technologies cadmium-tellure, sur le cadmium, on a, en termes d'enjeux économiques et géopolitiques, on estime que les enjeux sont moyens. En fait, on a un petit nombre d'acteurs et une production très spécialisée. Par contre, en termes d'enjeux environnementaux, on a un enjeu qui est fort avec le cadmium, puisque le cadmium est très toxique et également ces procédés de transformation sont énergivores. Concernant le tellure, ici on a en termes d'extraction et de transformation un enjeu qu'on estime comme fort puisque les quantités sont très faibles. Et concernant l'enjeu environnemental, on a également un enjeu de toxicité qui est moins fort que pour le cadmium mais qui est également notable. Et donc maintenant sur le plomb, donc, qui est impliqué dans les technologies de cellules tandem, on a des enjeux
économiques et géopolitiques qui sont faibles. La production est relativement bien répartie, mais par contre, en termes d'enjeux environnementaux, on les estime comme forts du fait de la toxicité du plomb et des émissions de gaz à effet de serre également dans les processus de transformation. Et enfin, le dernier métal qu'on a étudié, c'est l'argent. Donc, comme pour le plomb, des enjeux technico-économiques et géopolitiques qui sont faibles, mais par contre, sur l'argent, un enjeu assez fort en termes d'extraction, sur l'environnement. Alors, bon, voilà, maintenant que j'ai brossé très rapidement, et je m'en excuse, mais je vous invite à lire le rapport pour en savoir plus. Maintenant que j'ai brossé les différents types de technologies, les matières impliquées, les risques associés à ces matières, c'est-à-dire les vulnérabilités le long de la chaîne de valeur, je vais vous présenter les quelques opportunités industrielles qu'on peut identifier sur cette base. Alors, et ce, le long de la chaîne de valeur pour ces différentes technologies. Bon, je vais surtout parler de la chaîne de valeur des technologies cristallines. Alors, concernant l'extraction, notamment de silicium métal, il existe des ressources qui sont disponibles en France, donc avec un réel potentiel de développement. Alors, également pour le plomb et l'argent, il existe en France des ressources primaires, mais qui à ce stade ne sont pas exploitées. Donc, l'une des recommandations formulées dans ce rapport, c'est de mieux connaître l'offre potentielle, notamment en argent et en silice, également l'offre que pourrait constituer le recyclage, notamment des panneaux photovoltaïques. Donc, ensuite, là c'était pour l'extraction, maintenant pour la transformation, donc les étapes de transformation, on fabrique en France en faible quantité, mais du silicium métal, mais par contre pas de polysilicium, qui est l'étape la plus énergivore. On montre que relocaliser la production de polysilicium permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce grâce au mix électrique qui est très décarboné en France. Alors, on mène comme ça quelques petits calculs, comme on montre que relocaliser 50% de la production des panneaux installés en France, ça permettrait d'éviter d'ici 2030 au moins 9 millions de tonnes d'émissions de CO2. Par contre, cette relocalisation impliquerait des investissements très importants. Si on reprend ce scénario de relocaliser la production de 50% des panneaux installés en France, on est sur des investissements d'au moins 400 millions d'euros d'ici 2030 pour les étapes de production des modules. Pour cette étape de production du polysilicium. Alors par contre, il existe des risques économiques avec une concurrence de la Norvège sur le marché finalement du polysilicium bas carbone. Et bon, là c'était pour le polysilicium. Pour le cadmium, il existe une production de cadmium de haute pureté. C'était pour le mentionner. Donc sur les étapes de production des lingots et wafers dans la chaîne de valeur du silicium, donc on a une seule entreprise sur les wafers, et des procédés de recyclage du kerf, donc de la poudre qui est aujourd'hui pas vraiment valorisée, qui est en cours d'industrialisation. Donc ici des réelles potentialités en France. Maintenant, sur l'étape de production des cellules, on a une seule entreprise, mais de très faible capacité. Et encore une fois, si on souhaite réinvestir cette étape de production des cellules, ça nécessite des investissements qui sont également très importants. Ainsi, si on reprend en fait, si on considère la valeur ajoutée de la fabrication des modules en France, elle est relativement basse. Mais c'est dû au fait, en fait qu'on importe des cellules et qu'on les assemble. Potentiellement, relocaliser ces étapes à la fois de fabrication de polysilicium et de fabrication des cellules permettrait
de renforcer cette valeur ajoutée. On souligne bien le fait dans le rapport que la France est plutôt positionnée sur l'aval, c'est-à-dire sur l'assemblage et le déploiement, l'installation, la maintenance, etc. Des centrales photovoltaïques. Actuellement, l'installation, le développement, la maintenance, c'est le segment qui crée le plus de richesse en France. On a un ratio valeur ajoutée sur production qui est de 40%, donc c'est le plus important de la chaîne de valeur du PV en France. Là-dessus, sur cette étape d'installation, le rapport formule une recommandation qui est d'identifier le gisement potentiel constitué par le foncier de l'État pour développer des installations au sol notamment. J'ai oublié, désolé, de signaler donc, sur les étapes de transformation, de fabrication des modules, etc., les recommandations qui avaient été formulées dans ce rapport. Donc, ces recommandations concernent, visent à élaborer un cahier des charges finalement d'éco-conception des panneaux voltaïques, également de renforcer les critères, notamment critères carbone dans les appels d'offres. Alors, à ce propos, d'ailleurs, je me permets de signaler une publication qui ne devrait pas tarder, qu'on a menée également dans le bureau. C'est issu d'un stage qui a été mené dans le bureau, qui a en fait considéré les les derniers appels d'offres du photovoltaïque et a comparé différents scénarios. Alors, soit on renforce le critère carbone, soit on ne renforce pas le critère carbone, mais on ajoute un critère relatif à la toxicité des panneaux, donc ce qui concerne surtout les technologies cadmium, tellure. Et soit on a un scénario où on renforce à la fois le critère carbone et on ajoute un critère de toxicité. Donc c'est comme ça, on a fait un petit modèle basé sur ces données. Ce qui est intéressant et que montrent ces premières analyses, c'est que dans le cas du scénario où on renforce le critère carbone et on ajoute un critère de toxicité, bien sûr, on améliore le bilan le bilan carbone, on améliore le bilan aussi relatif à la toxicité, mais également on améliore, on renforce la production des panneaux en France. Donc voilà, une étude en tout cas qui devrait paraître prochainement. Je pourrais vous la transmettre dès qu'elle paraît. Peut-être donc toujours pour dérouler toujours la chaîne de valeur du photovoltaïque, le rapport traite aussi du recyclage à différentes étapes de la chaîne de valeur. Donc j'ai parlé du recyclage du KERF. Également, on traite du recyclage des panneaux en fin de vie, avec là aussi des opportunités industrielles, mais aussi un besoin d'innovation. Par exemple, actuellement, le verre solaire est valorisé et utilisé en sous-couche routière. Il pourrait y avoir des innovations permettant de faire mieux, voire éventuellement de remobiliser ce verre solaire dans du photovoltaïque. Donc un grand jeu sur le recyclage, un enjeu sur le recyclage de l'innovation, mais également un enjeu de réglementation. Et là, le rapport émet différentes recommandations, notamment de pousser pour des objectifs de recyclage dans le cadre de la révision de la directive D3E, donc qui devrait intervenir dans quelques années. Également un soutien à la R&D, bien sûr. Enfin, peut-être un segment de la chaîne de valeur dont je n'ai pas parlé jusqu'ici, c'est celui des équipementiers, où cette fois-ci l'Europe est plutôt bien dotée, notamment en Allemagne, équipementiers qui vont produire des fours de cristallisation, fils de découpe, etc. Et où là également on a des possibilités en matière d'innovation, par exemple pour réduire les pertes pendant les étapes de découpage, réduire l'efficacité, etc. Donc je vais m'arrêter là, désolé si j'ai été un peu long,
Mais voilà, je vous incite en tout cas à lire ce rapport et je vous tiendrai au courant des prochaines étapes du plan de programmation des ressources minérales pour la transition bas carbone. Merci. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, on a un marché, on a des acteurs, on a des ressources. Malgré tout, il semble manquer quelque chose pour que tout ce potentiel soit mis en musique. Et c'est peut-être la question des institutions, des acteurs, des coordinations entre acteurs et donc de la structuration de la filière qui n'est pas simplement une collection d'intrants, mais également une mise en musique de tout cela qui va faire que ça fonctionnera ou pas. Donc Sandra Renoux, quel est votre point de vue sur le sujet ? Oui, merci. C'est vrai que si on prend la définition notamment de l'INSEE qui distingue filière et secteur, une filière c'est un ensemble d'activités complémentaires, tandis qu'un secteur c'est un ensemble de produits. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de filière photovoltaïque au sein du secteur énergie renouvelable. Ce qui pose la question plus large, et d'ailleurs c'est le point de départ me concernant, enfin le niveau d'analyse en recherche, on va plutôt s'intéresser aux énergies renouvelables dans leur ensemble, sans forcément qu'on ait une définition très précise de celle-ci. On a des listes d'énergies renouvelables, si on peut dire. Si on reprend celle de l'IRENA par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, l'IRENA va lister certaines technologies qui rentrent dans la catégorie énergie renouvelable. Ça va être pareil du côté supranational, du côté de l'Union européenne. La Commission liste un ensemble d'énergies renouvelables, mais sans qu'on ait vraiment de critères de définition en compréhension, si je puis dire, qui permettent de reconnaître a priori une énergie renouvelable d'une énergie non renouvelable. Alors effectivement, on a évidemment le côté potentiellement illimité de la ressource de base, qui peut être un critère, mais on a d'autres critères aussi qui vont être, on a parlé des emplois tout à l'heure, donc est-ce que c'est aussi un critère pour lesquels on va faire rentrer ou non une énergie dans la catégorie renouvelable ? On va avoir la question de la vertuosité environnementale. Ce sont des énergies faiblement émettrices de carbone. Mais à ce moment-là se pose la question de, par exemple, la méthanisation. Est-ce qu'elle est vraiment une énergie renouvelable si on se base sur ce critère-là ? Question de préservation de la biodiversité. Du coup, est-ce que, par exemple, l'hydroélectricité va rentrer dans cette catégorie ? Donc voilà, on a un problème de base de définition des énergies renouvelables et donc, a fortiori, positionner la filière photovoltaïque dans ce secteur très large et très hétérogène pose un problème pour les acteurs pour se coordonner. Aussi en gestion, c'est vrai qu'on parle souvent aussi d'écosystème d'affaires en référence au secteur, donc un ensemble d'acteurs, d'organisations qui vont se coordonner au sein d'une structure ou non d'ailleurs, il n'y a pas forcément besoin d'une structure formelle, mais en tout cas dans un objectif commun. Donc se pose la question de savoir quel est cet objectif commun, quelle est cette définition de base. Et donc, cette structuration du secteur des énergies renouvelables, ça montre l'importance des relations entre organisations, mais quelle que soit, si vous voulez, leur filière d'origine. Et c'est vrai qu'à la base, les entreprises se sont surtout regroupées autour de ce déterminant commun énergie renouvelable, et notamment dans un aspect un peu militant, pro-environnemental. C'est vrai que si on regarde les acteurs de type syndicat professionnel comme Enerplan ou le syndicat des énergies renouvelables, c'est le dénominateur commun historique, c'est cet engagement presque militant en faveur d'un développement d'énergie vertueuse pour l'environnement. Un autre secteur que je regarde aussi dans mes recherches et pendant ma thèse, c'est le secteur de l'agriculture biologique. Ça va être exactement le même mécanisme. Donc on voit qu'on est à chaque fois dans les secteurs en transition sur cette origine militante et puis sur aussi des questions de politique publique et notamment en lien avec la transition qui pose un problème qui est qu'on connaît bien l'état de base, en l'occurrence dans le domaine de l'énergie on est sur plutôt quelque chose d'assez centralisé, alors a fortiori en France avec le poids du nucléaire, on est sur quelque chose aussi qui
requiert des infrastructures importantes, des infrastructures coûteuses. Et la transition, ça suppose ce passage de cet état de base connu à un état incertain. On ne sait pas forcément bien déterminer les contours, et ce qui renforce aussi le problème de définition qu'on a. Est-ce qu'on veut aller vers quelque chose de plus décentralisé, et comment ? Et donc, c'est ça aussi le problème majeur qui va se poser dans la structuration de la filière, c'est cette question de poser le problème de base et d'avoir une définition commune de l'objectif. Et donc, ce qu'on constate en termes de relations entre organisations et notamment des syndicats professionnels, c'est qu'effectivement, on a des syndicats monofilières, entre guillemets, donc côté solaire, on en a aussi un côté éolien, et on a un syndicat multifilière en France, le syndicat des énergies renouvelables, qui va faire office, si vous voulez, d'ombrelle. Et ça, c'est un peu une exception française, hein, si on regarde côté Allemagne, côté Royaume-Uni, côté États-Unis aussi, on n'a pas vraiment de syndicat multifilière, ou s'il y en a un, il n'est pas très puissant, contrairement à la France où effectivement il est relativement puissant, aussi bien au sein du secteur des énergies renouvelables, il rassemble énormément d'entreprises, que en termes de relations avec les pouvoirs publics, où il va jouer un rôle important. Et donc c'est ça un peu qu'on cherche à montrer dans nos recherches avec Carré Dunez, c'est l'importance de l'influence politique de ces syndicats professionnels, et notamment du syndicat des énergies renouvelables, qui va jouer un rôle en fait à la fois de structuration inter-entreprise, inter-acteurs, et aussi de structuration et de lobbying en quelque sorte auprès des pouvoirs publics, donc de la fourniture d'informations techniques, économiques, et puis aussi un rôle aval de s'assurer de la bonne mise en place de ces politiques publiques. Et donc la question des relations entre acteurs, elle pose vraiment la question de la notion de filière, puisqu'on le voit, la question se pose de savoir comment ces acteurs s'organisent entre eux, comment ces acteurs vont se coordonner. Et donc je disais, on est parti d'un état historique où on avait des logiques plutôt militantes, mais à mesure que le secteur se développe et que aussi on a des mécanismes de soutien public qui se développent, ça va attirer forcément d'autres types d'acteurs qui ne sont pas forcément mus par cette logique pionnière, on va dire, mais plus par des logiques économiques ou des logiques financières, et qui vont finalement recadrer, on va dire, l'action de la structure interorganisationnelle. Et alors c'est pas forcément en mal, au contraire, hein, ça permet aussi de la légitimer sur le plan politique, puisque intégrer des logiques économiques, ça permet d'être plus crédible auprès des pouvoirs publics, ça permet de montrer la viabilité du secteur, de montrer la viabilité des activités qui sont menées par chacune des entreprises du secteur. Mais c'est vrai que du coup, on va avoir des logiques dominantes davantage axé vers l'aspect financier que vers l'aspect historique, et donc des désaccords internes qui vont faire qu'on a besoin de faire des compromis en interne au sein des acteurs collectifs avant d'aller négocier auprès des pouvoirs publics. Et donc c'est en cela qu'on a aussi un problème entre guillemets de structuration de la filière au sein du secteur des énergies renouvelables, c'est que non seulement on a des compromis à faire entre filières, mais on a aussi des compromis à faire entre acteurs et entre logiques dominantes au sein de chacune de ces organisations. Donc c'est vraiment là que je pense aussi en termes de relations interorganisationnelles, il y a peut-être du travail à faire sur la structuration de la filière, peut-être davantage axé une réflexion sur les dénominateurs communs à toutes ces énergies renouvelables, puisque actuellement on a un peu tendance au sein des énergies renouvelables à les opposer entre elles, alors qu'elles participent quand même historiquement d'une même logique de décentralisation, d'une même logique de création d'emplois, d'une même logique d'acceptabilité sociale aussi, même si par exemple pour l'éolien on peut avoir beaucoup plus de problèmes que d'autres types d'énergie. Et donc le rôle de ces acteurs, en tout cas celui qu'on montre dans nos recherches, c'est celui-là, et c'est
c'est en cela que peut-être aussi la filière pourrait davantage jouer sur une question vraiment de relations interorganisationnelles. Merci beaucoup, Sandra. Alors, j'ai le sentiment qu'on n'a pas répondu complètement à notre question. Sera-t-il possible et à quelles conditions de reconstruire un continuum dans cette filière, secteur à redéfinir ? On voit quels sont les enjeux. Est-ce qu'on est plutôt orienté vers l'aval? Comment on considère l'amont? Est-ce qu'on boucle avec le recyclage? Comment on organise tout ça? À quoi ça va servir? Créer des emplois, on a vu, c'est pas avec l'amont qu'on va le faire, mais plutôt avec l'aval. L'impact écologique, en revanche, lui, semble bien avéré, en rapprochant donc la production du marché, on évite des émissions de CO2 et peut-être des processus de production pas forcément bien normés du point de vue environnemental, puisque la délocalisation, c'est aussi une façon d'échapper à la réglementation environnementale. Donc, je passe la parole aux différentes personnes présentes dans la salle, s'il y a des questions, des échanges à enclencher avec les intervenants. Oh là. Vous vous présentez donc avant d'intervenir. Merci. Très bien. Sylvain Brémond, donc je suis le directeur général adjoint de Cap Énergie, un pôle de compétitivité en région sud. Alors très modestement, moi je ne suis pas économiste de formation, je suis physicien, mais je voulais partager avec vous deux réflexions. La première par rapport à ce qu'on vise quand on cherche l'intérêt macroéconomique du développement de la filière. Alors d'abord, je me demande qu'est-ce qu'on compte, parce que quand même c'est beaucoup des développements, on voit transition écologique qui normalement ont pour objet aussi d'éviter un certain nombre d'externalités négatives, je crois, comme on dit en économie. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'on met dans le comptage global. Et puis juste autrement, globalement, moi, comme source d'énergie, le pétrole, ça a beaucoup d'avantages. Donc je ne vois pas comment on peut espérer qu'on va faire mieux en termes. Il va falloir payer plus cher, il va falloir s'employer plus cher. Donc cet objectif d'avoir un bilan positif, moi-même, ça me semble physiquement, ça me semble irréaliste. Voilà, donc ça c'est la question économique. Je ne sais pas si je pose une par une peut-être, ou je pose les deux, comme vous voulez. Non, la deuxième, plus généralement, alors moi, modestement, je connais pas le secteur depuis très longtemps, que depuis 2 ans, mais il se trouve qu'il y a eu, en fin d'année précédente, ça a été évoqué, en face du constat que la filière solaire apparaissait pas dans les plans de relance. Il y a eu une initiative nationale par le comité stratégique de filière. Voilà, il se trouve que j'étais associé à ça, donc j'ai pu rencontrer beaucoup d'acteurs. Et je l'ai vu transparaître en gros encore dans cette table ronde. Il me semble qu'on passe facilement de 2 aspects qui sont dans le titre du colloque, mais qui sont d'ordre très différent, qui sont les enjeux économiques, emplois créés, retombées, et puis les enjeux de lutte contre le règlement climatique avec la part que peut le solaire parmi d'autres jouer. Voilà. Et donc ça se traduit par des intérêts dans les acteurs différents entre les acteurs qui sont dans la production de l'industrie française de composants et d'équipements PV et des acteurs qui en répondant à des politiques publiques, mais font du développement pour être conformes aux trajectoires de la PPE ou autres. Et voilà, il y a une sorte de tendance que j'ai remarqué de mélanger les genres, on va dire, de s'appuyer sur l'un avec les intérêts de l'autre réciproquement. Moi, je crois qu'il faut accepter que ces 2 aspects, ils peuvent être convergents, ils peuvent être aussi divergents. Donc, d'une certaine façon, si pour le bien de la planète, entre guillemets, c'est très bien d'acheter des panneaux chinois, il faut peut-être assumer de le faire et puis d'agir l'industrie française dans un autre domaine. Voilà. Bon, moi j'ai tendance à croire quand même qu'on sous-évalue
le coût environnemental du transport, CO2, et de ce que j'ai compris, on ne compte pas bien, mais ça il y a d'autres qui pourront le dire mieux que moi, aussi en termes de scope 1, 2, 3, les émissions carbone des panneaux faits en Chine. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui la législation carbone, elle ne marche pas, elle n'a pas permis. Non, ça je crois que c'est... je ne pense pas que ça soit fidèle à la réalité. Voilà. Donc moi je pense qu'il y a des choses à faire de ce point de vue-là, mais en gardant le sens, en ne mélangeant pas des arguments de nature différente. Merci beaucoup pour votre... Merci beaucoup pour votre question, qui m'est d'autant plus familière et sympathique que je suis moi-même de formation scientifique à la base, comme la plupart des économistes qui travaillent sur ces sujets-là. Et ce qu'il faut bien voir dans ces scénarios-là, c'est quelle est l'audience de ces scénarios-là. Sur l'un de vos points qui effectivement revient très souvent, qui est qu'on se compare par rapport à un scénario de référence dans lequel on n'a pas les dommages du changement climatique, c'est tout à fait juste. C'est effectivement extrêmement discutable, puisque ça minimise par construction les bénéfices attendus. Il faut voir la genèse de ces scénarios, notamment en France. C'est qu'en fait, au départ, l'ADEME n'avait pas de compétences macroéconomiques pour effectuer ces évaluations-là. Et lorsqu'ils venaient avec leur scénario de transition énergétique, avec l'interlocuteur principal pour ces questions-là, qui est comme pour toutes les questions importantes en France, Bercy, ils n'étaient pas pris au sérieux du fait qu'ils n'avaient pas d'évaluation macroéconomique avec ça. Malheureusement, le principal critère qui est demandé dans les évaluations de politique publique, la première question qu'on nous pose, c'est toujours quel impact en PIB, quel impact en emploi. Et effectivement, notamment sur ces questions-là, ce n'est pas forcément la question pertinente, on est tout à fait d'accord. Et par ailleurs, sur les questions de relocalisation de la filière du photovoltaïque, c'est en fait une question qui n'a pas vraiment de sens, parce qu'en termes d'impact macro, je pense avoir illustré que ça n'aura pas grand impact. On a une étude similaire sur la filière éolienne, on a à peu près la même chose. Par contre, en termes d'enjeux de stratégie industrielle, en termes de souveraineté industrielle, là, il y a une vraie question à poser. Donc du coup, l'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir ce décalage d'intérêt, c'est pas pour une audience de gens spécialistes comme on peut l'être, ou qui s'intéresse principalement aux enjeux environnementaux ou principalement aux enjeux de souveraineté industrielle, c'est vraiment sur les questions PIB-emploi, et de montrer que l'argument qui était généralement opposé pour disqualifier ces scénarios-là, qui était ça va conduire à des récessions trop fortes ou ça va conduire à des destructions d'emplois trop fortes, en fait cet argument-là il ne tient pas. Et effectivement, en plus, si on prend en considération les impacts environnementaux qu'on évite, alors là le bénéfice à attendre est bien plus important. Et par ailleurs, sur le fait que effectivement la source d'énergie fossile, sur un plan purement physique, elle est imbattable, on est qu'à se fois d'accord aussi. Et que une des raisons pour lesquelles j'insiste tellement sur le fait que les scénarios de 100% électricité renouvelable ou celui qui a été fait en 2018, 100% gaz renouvelable de l'ADEME, ils sont tous construits sur des scénarios soit de facteur 4, soit de neutralité carbone à la base, c'est qu'il n'y a pas de transition vers le renouvelable possible dans un pays comme la France sans un effort énorme de sobriété et d'efficacité énergétique au préalable. Et c'est donc pour ça qu'à la fois les impacts macro sont principalement ceux-là, mais aussi les efforts à consentir sont principalement ceux-là également. Donc en fait on est tout à fait d'accord, mais c'est vraiment sur la... Disons que ces scénarios-là, ils ont été réalisés et présentés de cette façon-là pour éviter d'avoir une disqualification trop rapide de ces scénarios sur des arguments macroéconomiques qui en fait ne portent pas. Merci. Sur la deuxième question. Oui, merci. Je vais juste rajouter deux petits points. Le premier qui concerne les transports, où en fait ça va peut-être être le facteur qui va permettre une relocalisation. Parce que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le transport par cargo, jusqu'à il y a quelques mois, ça coûtait quasiment rien. C'était vraiment l'épaisseur du trait dans le coût général du module, qui lui-même avait une part en baisse dans la construction d'une centrale. Et donc, on avait ce facteur-là qui était un facteur finalement insignifiant. Aujourd'hui, le prix du container a été quasiment multiplié par 10, si je ne dis pas de bêtises, le prix d'un container de module photovoltaïque. Et là, ça commence à devenir signifiant. Quand on a des coûts de transport, je ne parle pas du coût CO2, pour le coup, je parle vraiment juste du coût économique. De combien ça me coûte de faire acheminer depuis le lieu de production les modules jusqu'à leur lieu de mise en œuvre. Là, on a un vrai sujet qui pourra être ou pourra favoriser une relocalisation européenne d'industrie photovoltaïque si ces coûts sont durablement à la hausse.
ce qui est probable, puisque finalement c'est du réajustement, d'après les dires des acteurs, il y a une part de réajustement. Et par ailleurs, on a vu comment un grain de sable dans un canal pouvait bloquer les transports au niveau mondial durablement, et désorganiser durablement la belle mécanique qui fait qu'on va produire une partie du composant. Il ne faut pas oublier qu'un panneau photovoltaïque, ça a été rappelé tout à l'heure, finalement, en fait, c'est comme une voiture, c'est plein de composants qui vont être faits à divers endroits, acheminés sur leur lieu d'assemblage pour finalement revenir sur le lieu de mise en œuvre. On n'a pas aujourd'hui, on a aujourd'hui, ça a été rappelé aussi, une partie des matériaux pour les panneaux qui répondent au bilan carbone qui est fait en Norvège, qui va repartir en Asie ou ailleurs, être retraité, réutilisé, assemblé et revenir. Voilà. Donc on a finalement un panneau, un module qui, au-delà même de son lieu d'assemblage, en fait le coût du transport, il est à toutes les échelles de sa mise en œuvre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ça fait le corollaire avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du bilan carbone dans les AO. Je ne dis pas que le bilan carbone, il ne sert à rien dans les appels d'offres. Hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, le critère principal d'un mécanisme compétitif et voulu pour être compétitif, c'est le prix. Voilà. Et c'est l'éternel débat entre les différents bureaux de la Commission européenne, mais on connaît les mêmes au niveau national, entre les bureaux qui sont à la Tour Sequoia du côté de la Défense et ceux qui sont dans le 12e arrondissement du côté de la Seine et à Bercy. Voilà, on a toujours cette dichotomie, cette volonté de vouloir tout concilier, d'avoir une industrie française européenne qui produit localement, qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur localement, etc. Un bilan carbone qui soit le meilleur possible, etc. Et là, on pense qu'on est les mieux placés pour réaliser avec le meilleur bilan carbone possible. Et en même temps, des prix discount en sortie de kilowattheure raccordés au réseau électrique. Voilà. Il y a un moment où tout ça, finalement, doit trouver une synergie. Alors peut-être que les questions de tarifs d'énergie en hausse constante vont faire se reposer la question de combien est-ce qu'on consacre au photovoltaïque, quelle part on lui donne, quel prix on lui garantit. Ça, c'est une vraie question. Et il ne faut pas oublier que les mécanismes qui ont été mis en place, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais rapidement, depuis 2010, sont des mécanismes qui, en termes de prix, je reste sur le prix du kilowattheure sorti de raccordé au réseau, ne peuvent être constamment qu'en baisse. C'est-à-dire que même dans l'arrêté tarifaire actuel, et dans le futur à venir qu'on attend d'ici quelques jours, je l'espère, on a un mécanisme où même si on installe 0,01 MW dans un trimestre, on aura quand même une baisse sur le trimestre suivant du prix d'achat. Voilà. On a un mécanisme qui ne peut être que baissier et qui ne tient pas compte suffisamment des coûts de la construction, des coûts de réalisation, des coûts d'approvisionnement et des coûts de raccordement au réseau, qui, eux, n'ont pas tendance à être en baisse. Et donc, in fine, ne favorisent pas l'industrie. Bonjour. Roch Drozowski, moi je suis directeur général de l'IPVF, qui est un institut de recherche sur le plateau de Saclay, et je suis vice-président de la plateforme européenne ETIP PV, qui conseille la Commission européenne sur les affaires de challenge et d'opportunités dans le monde du solaire. Et moi, donc merci tout d'abord pour la qualité des interventions qui ont été faites ce matin. Moi j'ai une question sur la méthode, quand on parle par exemple de l'animation de la filière, sur la façon dont aujourd'hui c'est fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, on part d'une situation dans laquelle il y a une suprématie chinoise qui est dans la production de cellules qui est absolue. Et en même temps, on voit une ambition américaine qui se structure. On a des ambitions indiennes qui émergent. Donc on a des challengers qui se disent que voilà, ce point de départ n'est pas satisfaisant et on propose des visions alternatives et on se donne les moyens d'avancer selon un plan national, un plan alors soit... Enfin, ça se joue au niveau des États. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qui, selon vous, si vous regardez le travail de filière qui est mené en France, quelles sont finalement, quand on regarde un petit peu ces ambitions qui préparent une véritable transition énergétique avec une tentative de collecter tous les bénéfices associés à ça,
quelles sont les différences quels sont les commentaires qu'on peut avoir quand on pense au dialogue R&D industrie, quand on pense au dialogue fédéral-national, quand on pense au dialogue public-privé, quand on se compare, nous, ce qui se passe ici localement, et justement ces grands mouvements qui s'inscrivent dans une transition énergétique où la place du solaire, c'était l'Agence internationale de l'énergie qui qualifiait la décennie de King Solar, la place du solaire est une certitude. Donc quels sont vos commentaires à ce sujet-là ? Si je peux recommencer, c'est vrai que du coup, il n'y a pas, au niveau national, en tout cas en France, on a plutôt tendance à, encore une fois, considérer les énergies renouvelables dans leur ensemble sans forcément prendre en compte les spécificités de chacune. Donc déjà ça peut peut-être être un premier levier d'action, plutôt que de chercher le compromis interfilière, montrer chaque filière sa spécificité et ses avantages propres, ce qui fait aussi le lien avec la définition originelle des énergies renouvelables qui sont par nature assez décentralisées, aussi décentraliser ce niveau de décision. On a peut-être du coup un paradoxe entre le côté très local et le développement très local sur lequel jouer, alors même qu'on est dans une situation globalisée où effectivement, comme vous le disiez, on a des gros acteurs et des acteurs challengers, mais qui sont voués à avoir un poids national très important, mais qui eux-mêmes jouent aussi sur ce côté très local. C'est vrai que si on prend les États-Unis ou l'Inde, c'est surtout au niveau fédéré que ça se passe, plus qu'au niveau fédéral en termes de politique publique et en termes de soutien au développement de ces filières. Donc voilà, si je ne sais pas si quelqu'un... Oui, je voulais juste compléter très rapidement. Je reviens sur un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est un peu l'œuf et la poule. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on pèse en termes de marché aujourd'hui? Si on regarde le marché domestique aux États-Unis ou le marché domestique et à venir en Inde, parce qu'il y a quand même des développements envisagés du solaire photovoltaïque en Inde qui sont assez gigantesques, on a effectivement de quoi peser, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'insistais aussi dans mon intervention tout à l'heure sur le fait que pour moi, la solution elle est au niveau européen, puisque en France, on est aujourd'hui à 1% du marché mondial. Donc, soit on décide de tout fermer et de dire qu'on fait ce pourcent du marché mondial uniquement avec des produits locaux, voilà, français, qu'on aura industrialisés ici, etc., et on ferme tout le reste. Maintenant, on est dans un écosystème économique européen, et notamment des guidelines d'aide publique aux énergies renouvelables, à l'industrie, etc., qui font que ce n'est pas une solution envisageable de ce point de vue-là. On ne peut pas mettre une taxe qui interdise quasiment l'entrée des panneaux venant de X ou Y pays aux frontières de la France, comme peut le proposer les États-Unis. On l'a essayé avec le MIP au niveau européen, où globalement, le constat que j'en tirais tout à l'heure, c'est que ça a été retiré, la fin du MIP et du surprix a été retiré en 2018 parce que tout le monde a tiré le constat que c'était un échec. Et que c'était un échec sur tous les tableaux où, in fine, le seul bénéficiaire était l'industriel qui arrivait à vendre à un prix au-delà de ce qu'il vendait ailleurs. Voilà. Donc il y a sans doute un mécanisme à regarder, à imaginer, mais à mon sens, si on veut avoir un marché suffisant pour que les règles, qu'elles soient des règles carbone, des règles de contenu local, des règles qu'on pourrait mettre, soient des règles au niveau européen, pour avoir un volume suffisamment critique pour générer des industries. Qui aujourd'hui, la question qui se pose aux industries françaises, c'est si je commence à compter non plus en dizaines de mégawatts, comme on a aujourd'hui des acteurs qui le font, mais que je commence à compter en gigawatts, est-ce que j'ai un marché derrière pour écouler cette production en gigawatts, en gigafactory? Et je pense que la question effectivement est là, et le marché en gigawatts, il est au niveau européen. Il est en France, mais à hauteur de 1, 2, 3, 4 gigawatts annuels installés. On le disait tout à l'heure, on est à un objectif de 40 gigawatts en 2028, un peu plus de 40 gigawatts en 2028. Donc on est à 10 aujourd'hui, on a un step à faire, il y en a 30 à installer d'ici 2028. Donc on a quand même
on a quand même de quoi faire. Mais si on prend à l'échelon européen, effectivement, on pourra se comparer à des marchés comme l'Inde ou comme les États-Unis qui appliquent des politiques plus protectionnistes, j'ai lâché le gros mot, sur leur territoire pour favoriser une industrie locale. Oui, ça me fait penser à un levier réglementaire que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, qui a été mentionné notamment par le président de la République lors de son discours d'ouverture du Congrès mondial de la nature à Marseille. C'est les clauses miroirs. En fait, le fait d'appliquer aux produits qui entrent dans l'Union européenne, faire en sorte que ces produits respectent les standards sanitaires et environnementaux de l'Union. Donc c'est quelque chose dont notamment le ministre de l'Agriculture fait la promotion sur des thématiques de bien-être animal, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'on observe d'ores et déjà dans la proposition de règlement batterie, puisque le règlement batterie impose aux importateurs de n'importer que des produits qui respectent les dispositions du règlement qui s'appliquent aux producteurs européens. Donc l'idée, c'est que les mesures miroirs soient donc des mesures qui imposent en fait aux producteurs des pays tiers souhaitant importer en Europe de respecter des standards environnementaux et sanitaires. Pour l'instant, on n'a pas identifié de mesures possibles pour le photovoltaïque, donc on l'a identifié pour les batteries, mais qui sait, peut-être à l'avenir, avec par exemple la révision de la directive éco-conception, on pourra avoir un vecteur juridique pour introduire ce type de mesures miroirs. Ça peut être une possibilité, bon, qui n'est pas encore discutée pour le moment, mais peut-être à l'avenir. Sur ce point, si vous me permettez d'ajouter quelque chose, ça va dépendre aussi de qui émet la certification du respect des règles européennes. On l'a vu en particulier dans l'agriculture. Si on laisse aux pays d'origine le soin de qualifier la qualité des produits, on risque de se trouver face à certaines déconvenues. Et là, il y a un repli des organismes de contrôle, et en tout cas du contrôle public, en France bien sûr, mais également de manière globale à l'échelle européenne. Et donc cette certification des qualités sur la base donc de critères autres que le prix pose aussi un problème institutionnel dans un contexte de recul, on pourrait dire, des organismes publics et parapublics. Je pense au DRIR en France par exemple, et au service déconcentré de l'État, qui finalement ont beaucoup moins de moyens de contrôler, et tous les ans c'est un marronnier avec les jouets qui arrivent de pays étrangers, d'Asie par exemple. On retrouve dans la presse des problèmes de toxicité, etc., alors même qu'ils ont le label CE collé sur l'emballage. Donc ça dépasse évidemment le cadre du photovoltaïque, mais là on se retrouve dans un contexte, si on passe à autre chose que le prix. Et en vous entendant, il semble que c'est souhaitable pour reconstruire la filière, c'est comment la protéger et attester de la véracité des indicateurs autres que le prix utilisé pour qualifier les produits. Est-ce qu'on a d'autres remarques ? Bonjour, moi je suis Alexandre Cloy, je suis étudiant au CNAM, et en parallèle en fait j'ai effectué une alternance chez un opérateur francilien de l'aménagement du territoire qui s'appelle Grand Paris Aménagement, et j'ai travaillé sur un projet qui potentiellement pouvait accueillir un parc photovoltaïque, mais une des difficultés locales qu'on a rencontrées, c'était en fait la retombée fiscale de ce type de produit auprès des communes et des intercommunalités. Et voilà en fait la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà identifié, et peut-être est-ce que c'est quelque chose qui pourra aussi être, cette problématique qui pourrait être accentuée par les réformes en cours sur la fiscalité locale. Voilà.
Alors, la fiscalité locale. Merci. On déborde très largement du cadre industriel, là, en l'occurrence. Et je pense que vous parlez de ce qu'on appelle l'IFER, l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau, qui est acquitté par les parcs photovoltaïques au-dessus de 100 kW crête, et qui pose une question, enfin qui pose plein de questions, mais qui pose notamment une question qui est celle de sa ventilation, de à qui il est destiné et à qui il va. C'est des sujets qui sont récurrents au projet de loi de finances tous les ans, avec notamment une part de l'IFER qui est affectée au département, qui a priori n'a que peu de poids dans les questions de politique énergétique. Il n'est pas ordonnateur chef de file comme peut l'être la région. Il n'est pas non plus en capacité d'impulser les projets ou de délivrer des autorisations, permis de construire et autres. Il est rarement propriétaire de terrain sur lesquels pourraient se développer des projets. Donc c'est une question de ventilation de fiscalité au-delà de la question du niveau de la fiscalité entre collectivités territoriales, effectivement. Après, il y a tout un débat sur les fiscalités de l'énergie, parce qu'il n'y en a pas qu'une, sur les fiscalités de l'énergie qui est posée, et sur les retombées locales, effectivement, qui sont posées. La fiscalité locale est aussi un vecteur de plus ou moins grande acceptation par les communes de l'installation de tels investissements. Le plan de relance, il ne prévoit rien pour le solaire photovoltaïque, prévoit par contre la baisse des impôts de production sur la production pour les entreprises. L'IFER n'en fait pas partie, c'est la contribution économique territoriale qui va être considérablement réduite, mais on voit bien que ce qui se passait pour les transformateurs électriques, par exemple, avec la taxe professionnelle, a en grande partie disparu. Et c'est vrai que c'est un enjeu aussi au niveau des territoires dont on n'a pas parlé, mais qu'il faudra en effet prendre à bras-le-corps, parce que ces investissements sont situés justement et pas n'importe où. Donc, Non, mais même par rapport à l'exemple du nucléaire, où c'est quand même comme ça qu'on a accepté le consentement des localités dans lesquelles les centrales se sont installées. Mais pour prendre un autre exemple international par rapport à l'éolien, alors c'est plus par rapport à la participation de coopératives que simplement sur la fiscalité locale. Mais une des raisons qui explique les différentiels de développement de l'éolien entre la France et l'Allemagne, et le fait qu'il y a plus de problèmes d'acceptabilité sociale ici qu'il y en a en Allemagne, c'est notamment le fait que les royalties qui vont être générés sur la production éolienne en Allemagne sont réellement redistribués à l'ensemble du bassin qui subit l'externalité négative visuelle, et pas simplement aux propriétaires de la parcelle sur lequel l'éolienne est installée. Donc ça, c'est aussi un autre exemple sur lequel on a sans doute à apprendre d'autres exemples internationaux pour améliorer l'acceptabilité sociale.